Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là avec nous ce matin. Je suis très heureuse de vous accueillir au nom de la Fondation pour les générations futures pour ce qui est déjà notre quatrième webinaire autour des ERA Awards 2023. Et ce matin, on va s'intéresser aux travaux qui ont été primés en Sustainable Democracy et en Sustainable Design. Alors pour ces prix, comme pour tous les autres, on a la chance de bénéficier du soutien de nombreux partenaires que je me permets de citer. Il y a IBA, leader mondial de la protonthérapie dans le traitement du cancer, qui soutient l'ensemble des ERA Awards. Et puis après, on a des partenaires spécifiques à chaque prix. Pour la démocratie, ils sont très nombreux. On a la Chambre des représentants, le Parlement de la communauté germanophone, le Parlement de Wallonie, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Parlement francophone bruxellois. Et pour le design, on bénéficie du soutien du Fonds Philippe Rotier pour les générations futures et de Wallonie Design. Alors, vous le savez, tous les travaux qui vont être présentés ce matin se sont distingués par leur approche systémique du développement durable, ce développement durable qui est cher, qui est même la raison d'être de la Fondation pour les générations futures. C'est-à-dire que les étudiants qu'on va entendre ont tous adopté une démarche de pensée à 360 degrés qui tient compte des dimensions sociales, environnementales, économiques et participatives. Alors avant de se laisser inspirer par tous ces merveilleux travaux, quelques petites recommandations d'usage. Vous avez en dessous de votre écran un petit onglet participants qui vous permet de voir qui est en ligne et d'éventuellement converser avec l'une ou l'autre personne en particulier. L'onglet discuter qui va vraiment nous intéresser puisque c'est là qu'on va vous demander de poser toutes vos questions. Puisque vous le savez, enfin, je vais vous le répéter dans un instant, mais il y aura un moment de questions et réponses, donc n'hésitez pas à nous faire part de toutes vos questions. Il y a les petites réactions qui vous permettent de dire, par exemple, que ce qui vient d'être énoncé ou écrit dans le fil de la conversation est formidable, donc n'hésitez pas. Et puis tout en haut à droite de votre écran, vous avez la petite fonction afficher, et là on vous conseille de faire un affichage intervenant. Ça vous permettra de voir pleinement la personne qui est en train de s'exprimer ou le document qu'il partage avec nous. Alors, si vous aviez un petit souci technique, et on sait que ça peut arriver, il y a l'une de nos assistantes techniques qui est là pour vous ce matin, c'est Marianne Van de Mal, et donc vous pouvez lui envoyer un petit message en direct, et je pense qu'elle vient de s'adresser à vous dans le fil de la discussion. Donc voilà, pour tout souci technique, adressez-vous ce matin à Marianne. Alors, on est ensemble pour 1h45 environ, il y a 6 travaux qui vont être présentés ce matin, 3 pour la démocratie, 3 pour le design. Après que chaque primé ait présenté son travail pendant 3 minutes environ, je donnerai la parole à son promoteur ou à sa promotrice de mémoire et ensuite à la présidente ou au président du jury qui nous donnera évidemment l'avis des membres du jury par rapport à ce travail. Et donc, à l'issue de ces 3 interventions, un moment de questions-réponses est prévu et donc n'hésitez pas à bien nous poser toutes vos questions via le petit onglet « Discuter ». J'espère que tout est clair pour vous et si c'est bien le cas, eh bien, je vous propose de commencer tout de suite ce webinaire avec le ERA Award en Sustainable Democracy et j'accueille la lauréate de ce prix 2023, c'est Tayane Storm. Bonjour Tayane. Bonjour Caroline, bonjour à Voilà, tous. te voici. Alors, je te présente en quelques mots. Tu as terminé ton master en sciences de la population et du développement à la faculté de philosophie et sciences sociales de l'ULB. C'était en août 2022. Et tu es actuellement junior advisor dans l'organisation Dreamocracy, qui met l'intelligence collective au service du bien commun. Et dans ton mémoire, tu as étudié l'intérêt des mini-publics citoyens dans la gouvernance environnementale. Alors, tu as eu 2 promotrices pour ce mémoire, Maria Mancia Garcia, qui est professeure d'humanité environnementale à la faculté des sciences de l'ULB, qui est directrice de l'unité de recherche SONIA, et Fanny Lajarte, qui est chercheuse dans cette même unité de recherche SONIA. Et la présidente de notre jury en démocratie durable, c'est Yasmine Boudaka, que je vous présenterai dans quelques minutes. Si tout est bien pour toi, Tayane, eh bien, on t'écoute pour 3 minutes. Merci beaucoup Caroline pour cette introduction et merci à la Fondation pour les générations futures pour cette opportunité. Alors, je vais directement plonger dans le bain. Donc, moi, mon intérêt pour ce sujet, donc la démocratie délibérative et l'environnement, en fait, il m'est venu par un double constat. Donc, d'un côté, qu'il y a beaucoup de manières de vivre et de percevoir son environnement, et que souvent, dans les décisions politiques, ce n'est qu'une petite partie de ces différentes perspectives qui est prise en compte.
Et puis, d'un autre côté, c'est que souvent, les problèmes environnementaux, ils sont entourés de toutes sortes d'inégalités, que ce soit dans la répartition des causes, des effets ou des capacités à y faire face. Et donc, j'ai commencé à chercher des différents dispositifs et de modèles pour essayer d'inclure un maximum de perspectives dans la décision des politiques environnementales et de le faire d'une manière inclusive et d'essayer de vraiment créer une sorte de dialogue entre ces différentes perspectives et ces différentes formes de connaissances. Et c'est comme ça, en fait, que je suis tombée sur la démocratie délibérative et plus spécifiquement sur les mini-publics. Donc, juste dans de très grandes lignes, les mini-publics, ce sont des processus dans lesquels un petit groupe de citoyens qui devraient représenter au mieux les différentes opinions présentes dans la société générale, et qui sont amenés à parler d'un certain sujet et ensuite à proposer des recommandations aux décideurs politiques. Donc ça, c'est une petite définition. Et donc, moi, j'étais curieuse de savoir ce qui se passerait si donc on arrivait à avoir un max de perspectives ensemble et qu'est-ce qui se passerait au niveau individuel. Est-ce que les gens changent d'idée? Est-ce que leur relation à leur environnement, est-ce que ça change? Est-ce qu'ils changent de comportement? Et donc, pour faire cela, j'ai emprunté le cadre théorique de subjectivité environnementale à Arun Agrawal, qui lui l'a développé dans les conseils de forêts locaux dans les forêts himalayennes. Et donc, moi, j'ai pris ce cadre et je l'ai quand même appliqué à un contexte bien différent, celui d'un mini-public environnemental qui portait sur l'environnement maritime au Danemark. Et donc, c'est comme ça que pendant 3 semaines, je me suis retrouvée au Danemark avec mon vélo pliable et ma tente pour interviewer 9 des 14 participants de ce processus, ainsi que les 2 organisateurs. Et donc, mes conclusions, c'était qu'effectivement, il y avait pas mal de changements dans leur subjectivité environnementale. Que d'un côté, il y avait l'aspect cognitif, donc le changement d'idée, que les gens prenaient conscience des problèmes qui entouraient l'environnement maritime, mais aussi que souvent, ça venait de pair avec une plus grande valeur sentimentale, vraiment voir ça comme quelque chose qui devait protéger. Et puis de là découlait aussi un changement de comportement et une prise d'action qui là aussi varié d'intensité. Donc certaines personnes se sont mis à ramasser des déchets à la plage quand ils y allaient, ou bien il y en a d'autres qui voulaient vraiment devenir ambassadeurs de la mer et d'interpeller les décideurs politiques sur leur agenda bleu, comme ils l'appelaient. Et donc voilà, en très grande ligne, les conclusions de mon mémoire. Merci beaucoup Tayane. On te retrouve évidemment dans quelques minutes pour les questions-réponses. Donc si vous avez déjà des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les partager avec nous. Et je vais donner la parole à l'une de tes promotrices, c'est Maria Mancia Garcia. Voilà, bonjour à vous. Bonjour, bonjour Caroline, merci, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis là, je représente aussi Fanny qui n'a pas pu être ici aujourd'hui. Voilà, alors en quoi est-ce que le travail de Tayane a fait avancer la recherche ou les pratiques dans son domaine? Alors, le mémoire de Tayane fait avancer la recherche parce qu'il allie 2 corpus théoriques, le corpus théorique de la démocratie délibérative et celui de la subjectivité environnementale. Et donc, elle nous montre comment on peut associer ces 2 théories pour aller dans le détail sur ce que produisent ces nouvelles formes de démocratie qui font l'objet de nombreuses recherches. Et donc, c'était très difficile de faire un truc original et je crois que Tayane y arrive en nous expliquant toutes les nuances de ces effets sur les individus, qui est quelque chose qu'on néglige en général quand on s'intéresse à ces innovations démocratiques. Et elle nous montre ces nuances dans le positif, comme elle a dit, dans les formes d'impact que ça a sur les individus, leurs identités, leur compréhension du sujet, mais aussi leur volonté de travailler ensemble. Donc, ça travaille à plusieurs échelles, à l'échelle individuelle, à l'échelle du groupe, à l'échelle collective, tout en mettant cela en dialogue avec l'échelle démocratique. Et je crois que dans ces nuances que Tayane nous montre, il y a aussi non seulement tout le positif, mais aussi parfois les risques ou les dangers
de ce genre de processus qui attire notre attention sur l'importance de penser à ces effets-là quand on imagine le développement de politiques publiques d'inclusion. Donc, par exemple, des effets possibles d'éco-anxiété qu'on néglige souvent quand on pense à des processus participatifs et qui sont essentiels pour cette pensée et ce travail que mentionnait Tayane sur notamment les processus d'inclusion de parfois populations qui ont été marginalisées ou qui souffrent d'inégalités au niveau de la justice environnementale. Merci, merci beaucoup à vous. Je vais accueillir à présent la présidente de notre jury en démocratie, Sustainable Democracy, Yasmine Boudaka. Alors Yasmine, vous êtes journaliste, coordinatrice de l'ASBL New6, réseau dédié aux acteurs de l'information constructive. Vous êtes particulièrement active dans les projets axés sur l'humain, l'innovation, le changement et la transition. Alors je rappelle que Tayane est lauréate dans cette catégorie. Qu'est-ce qui a particulièrement plu aux membres du jury? Bonjour Taïane, bonjour à tous et Taïane surtout bravo. Bravo pour ce travail qui est original, ambitieux, très didactique, bien structuré, très nuancé aussi. Le modèle actuel a besoin de se réinventer et par le biais de ton mémoire, eh bien, il vient de nous rappeler ce lien devenu essentiel entre la démocratie et l'environnement et puis il nous offre aussi un meilleur éclairage de cette piste que tu as choisie et qui vient humaniser aussi tout ce process qui l'est peut-être moins souvent. Alors, il y a plusieurs choses que le jury a appréciées dans ton travail. Ce que j'avais envie de pointer ce matin, c'est le fait d'avoir été voir ailleurs. Donc, d'avoir été au Danemark, en l'occurrence, pour comprendre comment ce process fonctionne, pour comprendre aussi comment on pourrait s'en inspirer ici. Et moi, j'aime bien justement, en faisant parallèle avec notre démarche constructive, c'est justement aller chercher comment les choses fonctionnent et c'est ce que le jury a apprécié. Tout comme l'approche systémique que tu as développée, tu as mis l'accent sur des aspects qui sont peut-être moins évidents de gouvernance, des aspects sociaux, aspects environnementaux. Et puis, ton travail est aussi porté vers l'avenir et c'est ce qui est vraiment appréciable et c'est ce qu'on attend dans ce jury en particulier. Il est tourné vers le futur avec des propositions concrètes qui offrent finalement un joli champ des possibles qu'il reste à exploiter. Et donc, le message que nous avions tous envie de te faire passer, c'est surtout ne t'arrête pas là. Poursuis, continue, va plus loin, poursuis la réflexion et donne-nous les outils pratiques pour cette ambitieuse démocratie participative. Et surtout, n'hésite pas à publier ton travail dans les revues adéquates. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient être inspirées de tout cette recherche et ces travaux que tu as menés jusque-là. Donc voilà, encore félicitations. Et puis, sincèrement, on attend la suite. Merci beaucoup. Le message est bien passé. Merci, Yasmine. On vous retrouvera encore deux fois un petit peu plus tard. Alors, Tayane, une première question pour toi. Est-ce que ce cadre théorique, cette approche est mobilisable sur des groupes plus grands? Est-ce que c'est pertinent? Et est-il possible, à partir de cette analyse, d'identifier des leviers pour accompagner des changements de comportement ou de nouvelles dynamiques dans la façon de dialoguer ou organiser l'action? Alors, je pense qu'effectivement, il y a clairement moyen d'appliquer ce cas théorique à un groupe plus grand, parce que moi aussi, en fait, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que moi aussi, je l'ai appliqué dans un contexte qui était vraiment très différent de celui de Haroun Agrawal, bien qu'il y avait des similarités. Et donc, je pense qu'il y a clairement moyen de se l'approprier un peu et d'en faire une sorte de mal applicable à d'autres contextes et aussi d'autres groupes. Moi, ma méthode, ça a été des interviews en profondeur, donc il faut juste avoir le temps d'interviewer plusieurs personnes. Mais effectivement, je pense que ce serait très intéressant et aussi parce que c'est presque, il y a aussi un aspect très psychologique d'essayer de comprendre chaque individu, d'où ils viennent, qu'est-ce qui les a motivés à participer, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé. Donc oui, je pense que c'est clairement possible. Et puis la deuxième partie de la question, c'était quoi? Alors, est-ce qu'il est possible d'identifier des leviers pour accompagner des changements de comportement ou de nouvelles dynamiques dans la façon de dialoguer ou d'organiser l'action? Mais je pense que c'est
C'est pas tellement l'intention de activement changer les comportements à ce stade, mais je pense que il est hyper important de créer une ambiance très ouverte et d'une ouverture d'esprit de tous les côtés. Donc autant des citoyens que des experts qui rencontrent, que des politiciens qui rencontrent, de faire en sorte qu'il y ait vraiment un réel échange, un réel dialogue, et que c'est ça qui pourrait effectivement changer les mentalités dans le positif, ouais, pour le futur. Qu'est-ce qui a fait que ces personnes que tu as rencontrées se sont justement engagées dans ce processus participatif? Est-ce que tu as pu identifier leur Mmh. motivation? Oui, ouais, effectivement, c'était, d'habitude, c'était ma première question pour justement comprendre d'où ils venaient. Et en fait, ils m'ont presque tous répondu qu'il y avait, une certaine relation, à la mer spécifiquement, parce que c'était ça le sujet de ce mini public, et que c'était soit, même la valeur sentimentale de dire: «Voilà, en tant qu'enfant, j'y allais, enfin, c'est hyper important pour moi», ou il y avait aussi souvent l'argument, enfin, une sorte d'obligation citoyenne, pour le dire comme ça, de dire, voilà, je trouve que c'est important de participer, à notre démocratie, quand on a l'opportunité de s'exprimer, de la prendre, de la saisir à 2 mains. Mais c'est aussi quelque chose parce qu'à chaque décision et chaque aspect positif de ce modèle ou de ce processus, il y a aussi un revers de la médaille, c'est que si tout le monde, tous mes participants ont répondu que la mer était importante pour eux, quitte des personnes qui ne pensent pas ça. Parce que si on voudrait vraiment représenter toutes les opinions présentes à la société, il faudrait aussi trouver les personnes qui n'ont pas d'intérêt spécial, qui n'ont pas de valeur sentimentale ou autre à la mer et ou pour qui c'est pas une priorité. Et de voir justement, ça pourrait être intéressant de voir si eux aussi prennent ça à cœur, enfin, à travers d'un processus pareil. Alors on l'entendait, hein, Yasmine Boudaka, la présidente du jury, t'incitait à poursuivre tes recherches, à publier ton travail. Où est-ce que tu en es? Parce qu'à travers le travail que tu fais actuellement auprès de Dreamocracy, ben, j'imagine que tu restes dans le même cadre plus ou moins, mais est-ce que tu travailles spécifiquement en lien avec ce travail de fin d'études? Alors ça a été vraiment un travail très pédagogique, donc il y a plein surtout quand j'ai commencé ce travail, je vais pas dire que j'étais naïve, mais j'étais très optimiste, je voyais vraiment ça comme, la solution parfaite, tandis que la réalité est très complexe et évidemment, tant mieux, on parle quand même de la démocratie, c'est pas si simple que ça. Hem, mais donc effectivement, j'ai pu, tirer des leçons de ce travail et aussi d'essayer de les impliquer avec mes collègues, dans Dreamocracy. Donc par exemple, qui est quelque chose qui me tient très fort à cœur, c'est cet échange de savoir, mais comment faire en sorte que, ces informations, ces échanges se passent d'une manière très accessible et inclusive. Et donc là où, par exemple, avant, on créait souvent des documents, informatifs, en amont des processus pour déjà informer un peu, et introduire le sujet, on a réalisé qu'en fait, enfin, un document de 15-20 pages, c'est pas évident pour tout le monde, il faut avoir le temps, il faut avoir, la concentration et tout ça et donc d'essayer de trouver d'autres manières qui sont plus accessibles et c'est comme ça que petit à petit on essaie de trouver, des solutions à chaque obstacle qu'on rencontre. Ou un autre exemple, c'est que, d'essayer de compléter, les délibérations en présentiel, donc oui, qui sont d'habitude, avec un petit groupe de citoyens, d'essayer de les compléter avec, par exemple, des instruments, numériques, digitales. Et de voir comment est-ce qu'on peut, joindre un maximum de monde. Et publier ton travail, c'est quelque chose à quoi tu as pensé? Oui, alors j'y ai pensé, j'avoue que là, ça fait, quelque temps que je n'y ai plus trop travaillé, mais vous faites bien vous et Jasmine de me le rappeler parce qu'effectivement, ce serait bien, de le faire un peu connaître mais c'est aussi enfin, ce prix me permet aussi de le faire un peu connaître, donc ça fait plaisir. Mais effectivement, si on veut vraiment avancer les réflexions, il faudrait peut-être, que je m'y mette. Voilà, alors une dernière question, peut-être par rapport à ton expérience avec les ERA Awards, qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que ça t'apporte peut-être encore, hein, de participer à cette aventure-là? Mmh. Mais donc de nouveau, j'apprécie beaucoup cette opportunité, déjà de faire connaître mon mémoire, mais aussi c'est une belle récompense pour un travail que j'ai quand même passé beaucoup de temps, beaucoup d'efforts à le faire. Et ce qui est aussi super, c'est de rencontrer, d'autres candidats ou lauréates, qui sont tous passionnés et de pouvoir échanger, nos expériences, c'est une très belle, expérience.
Formidable. Merci pour ce partage, Tayane, et se retrouver tous. Eh bien, on le fera encore mardi prochain, hein, puisqu'on se retrouvera tous à Luliège dès 17h30. Merci beaucoup et bravo encore. Merci beaucoup. On poursuit toujours dans cette même catégorie avec le travail d'Anton Menacho. Bonjour Anton. Voilà, le temps que tu nous rejoignes. Donc, ton mémoire s'intitule Délibération démocratique et pouvoir transformatif, le rôle des émotions dans un dispositif de budgétisation participative. Tu as terminé ton master en sciences politiques à la faculté de philosophie et sciences sociales de l'ULB en août 2022 et tu y es actuellement candidat doctorant et ton promoteur pour ce mémoire, c'est Jean-Benoît Pilet qui est professeur en sciences politiques à l'ULB et ses recherches portent sur la participation politique des citoyens et citoyennes et les transformations de la démocratie. On le retrouvera évidemment dans quelques minutes. En attendant, Anton, est-ce que tu es prêt? Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? On t'écoute, c'est super. Ok. Merci pour cette présentation et pour l'opportunité qui m'est offerte. Donc, l'idée derrière mon mémoire, c'est que tout le monde ressent des émotions, et même dans les moments perçus comme purement rationnels, comme les délibérations politiques. Pourtant, le rôle des émotions dans les discussions entre citoyens a été largement négligé par les sciences politiques. Donc, la question, c'est comment les émotions influent-elles sur les discussions entre citoyens et leurs effets potentiels? On peut aborder deux constats. Premièrement, la vision très rationnelle de la délibération qui a longtemps été partagée est à la fois idéalisée et excluante. D'abord, idéalisée parce qu'il est erroné de penser qu'on puisse totalement mettre de côté nos émotions. Ensuite, excluante parce que tout le monde n'a pas la même aptitude à présenter des arguments. Deuxièmement, bien qu'on attribue souvent à la délibération la capacité de mener les citoyens à changer d'opinion, ce pouvoir transformatif reste très peu expliqué. Mais du coup, qui dit double constat dit double question. La première, comment les émotions influent-elles sur la quantité et la qualité des discussions entre citoyens? On verra que tout le monde ne dispose pas de la même capacité à gérer ses émotions et que ces différences de capacité ont une influence sur la délibération. La deuxième question, comment les émotions influent-elles sur la transformation de l'opinion des délibérants? On verra que les émotions peuvent jouer plusieurs rôles dans le jugement des individus, notamment celui d'intuition guidant notre jugement et celui de motivation à revoir nos positionnements. Pour répondre à ces questions, moi, j'ai choisi d'observer un des conseils de participation de Charleroi et de mener plusieurs entretiens avec les membres de ce conseil. Mais alors, quels ont été les résultats obtenus? D'abord, ils ont confirmé un point essentiel, celui que le capital émotionnel des individus, c'est-à-dire l'ensemble de leurs compétences de gestion des émotions, joue un rôle important sur la manière dont les émotions influent sur la délibération. Il permet par exemple de passer d'une anxiété paralysante à une anxiété poussant à chercher des solutions. Le problème, c'est que ce capital émotionnel est inégalement réparti dans la population et est souvent plus faible chez les groupes défavorisés. Ensuite, les résultats ont révélé que même des émotions positives peuvent nuire à la délibération. Par exemple, un fort enthousiasme de groupe peut mener ses membres à ignorer certaines interventions dissonantes. Également, les résultats confirment que des processus émotionnels peuvent contribuer à la transformation de l'opinion des citoyens. Par exemple, le fait de ressentir de l'empathie pour la situation d'une personne présentant une opinion divergente peut motiver un individu à modifier son jugement initial. Et enfin, bien que ces résultats soient à modérer, ce mémoire ouvre la voie à une certaine remise en question du pouvoir transformatif attribué à la délibération, particulièrement pour les opinions liées à de grandes questions morales. Voilà. Merci beaucoup Anton. On va te retrouver dans quelques minutes évidemment pour les questions-réponses. Donc, posez déjà vos questions à Anton si vous en avez et je vais inviter tout de suite ton promoteur à nous rejoindre, Jean-Benoît Pilet. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de me donner cette opportunité de dire quelques mots sur le mémoire d'Anton.
tiens à souligner 3 grandes qualités du travail que Anton a pu réaliser, qui, pour moi, justifient tout à fait le fait que son mémoire soit mis à l'honneur aujourd'hui. Premièrement, Anton propose une approche originale des questions de démocratie délibérative, en s'inscrivant dans un tournant qu'on retrouve plus largement en sciences politiques, celui du tournant affectif ou du tournant émotionnel, qui vise à mobiliser et à irriguer les travaux sur la participation politique par les apports de la psychologie. Et ce tournant avait déjà été bien pris dans d'autres formes de participation politique, en particulier les participations protestataires, mais aussi dans le vote, mais avait été un peu laissé de côté dans ce sujet de plus en plus important pour nos démocraties, qui est la démocratie délibérative, du fait de la démultiplication des instruments de démocratie participative et délibérative. Et donc, il a d'abord osé faire ça, aller chercher quelque chose de nouveau, d'essayer de croiser des apports disciplinaires différents, et ça produit un mémoire extrêmement riche et qui, je pense, répond aussi bien aux approches transversales de ces ERA Awards, de ne pas s'enfermer à l'intérieur d'une discipline, mais d'essayer de combiner les approches de plusieurs disciplines. La deuxième qualité pour moi du mémoire d'Anton, c'est aussi sa méthode, et ça se connecte au lauréat précédent ou à la lauréate précédente et à son mémoire qu'on a pu entendre, c'est de vraiment ne pas faire un mémoire qui part d'en haut, mais prendre le temps de s'immerger dans le cas étudié, de suivre ce cas étudié et de laisser la parole aux intervenants et d'aller en profondeur dans le travail avec les intervenants. Et donc, on n'est pas dans une perspective vue d'en haut, mais on est vraiment, et ça c'est vraiment une qualité de ce travail, c'est d'avoir pris le temps de s'immerger dans ce conseil de participation de Charleroi-Sud, de rencontrer les gens, de leur donner la parole plusieurs fois et de prendre au sérieux leur vécu et leurs émotions. Et ça, je pense que c'est tout à fait une grande qualité de ce mémoire, et c'est aussi pour ça qu'il mérite d'être lu. Et enfin, et je pense que ça se calque bien de nouveau sur l'esprit des ERA Awards, il y a une réelle volonté dans ce travail de ne pas simplement communiquer vers son promoteur et son lecteur ou la communauté à l'ULB, mais de véritablement essayer de diffuser ces travaux et de faire en sorte et de faire preuve d'une grande pédagogie pour que les résultats du mémoire puissent être appréhendés par les praticiens de la démocratie délibérative et participative. Et donc, il y a un réel effort à ce niveau-là de la part d'Anton dans son travail. Je sais que ça reste aussi dans les contacts qu'il a pu avoir avec les organisateurs de processus participatifs qu'il a pu suivre ou auxquels il a pu être associé, parce qu'il n'y a pas que le conseil de participation de Charleroi-Sud auquel il a pu être associé. Et c'est d'autant plus remarquable que ces conclusions ne sont pas forcément dans le sens dominant de ce qu'on peut entendre parfois auprès des praticiens de la démocratie délibérative et participative, et en particulier ces conclusions à la fois sur les inégalités du capital émotionnel, mais aussi le fait que les émotions positives, si on les survalorise, peuvent tendre à en fait diminuer la qualité du processus délibératif. Ce n'est pas forcément des messages qu'on entend fréquemment et qui sont faciles à entendre, puisqu'on a plutôt tendance à valoriser les émotions positives dans ces processus, mais ce n'est pas grave, il ose, il y va. Et ça, je pense que c'est une grande qualité, et ça permet véritablement d'avoir un dialogue constructif et un vrai impact de ces travaux. Donc voilà, ça c'est vraiment 3 qualités du mémoire. Et enfin, je voudrais souligner un dernier point. C'est que Anton, j'aime aussi beaucoup cela, c'est quelqu'un qui n'a pas eu un parcours classique d'un étudiant universitaire qui débarque à l'université et tout va parfaitement bien, il est sur des rails. Il est venu de l'enseignement supérieur non universitaire, il a dû passer par un programme complémentaire pour arriver en sciences politiques, et c'est un programme lourd, complexe, parce qu'on vous demande en 1 an d'acquérir les bases de ce que les autres ont vu en 3 ans, et puis malgré ça, il s'est accroché et il a réalisé un excellent mémoire qui est vraiment un des tout meilleurs mémoires que j'ai pu lire. Et donc, ce type de parcours qui est moins traditionnel, je pense que ça vaut la peine d'être valorisé. Et donc, je suis particulièrement content de savoir qu'il a obtenu cette reconnaissance ici, parce que ça reconnaît aussi ce type de parcours que je pense qu'on doit valoriser. Merci à vous de le souligner, en tout cas, merci beaucoup. Je vais demander à Yasmine Boudaka de nous rejoindre à présent. Yasmine, comment est-ce que les membres du jury se sont positionnés par rapport au travail d'Anton? Mais bien, Caroline, alors je ne vais pas répéter, parce que je sais que le timing est serré, tous les éléments qu'a souligné Jean-Benoît Pilet. Et ce que j'aime aussi, c'est de voir la fierté dans son regard par rapport à ces petits poussins, si je me permets l'expression. Donc, il y a tous ces éléments-là, bien sûr, à souligner. Mais Anton, le jury te félicite, bien sûr, et te remercie aussi pour ce travail qu'il a jugé audacieux, pluridisciplinaire, et qui va conjuguer à la fois le politique, le philosophique, le sociologique et le psychologique. Et il est audacieux parce que, on l'a évoqué il y a quelques instants,
Ce sont vraiment, dans certains contextes, en fait, quand on allie psychologie et émotion, parfois ça sonne comme des gros mots. Or, on oublie vraiment trop souvent que nos modèles politiques sont appliqués à des êtres humains, à des citoyens, et donc à des êtres qui sont animés vraiment et parfois même guidés par leurs émotions. Et donc introduire ce champ d'exploration dans un cadre qui a priori en est loin, comprendre l'impact qu'il peut avoir est pour le jury un élément vraiment important pour les évolutions futures. Et donc, tu développes dans ce mémoire des perspectives intéressantes. Et ce que le jury avait aussi envie de partager avec toi, ce sont des encouragements à aller encore plus loin, à proposer des issues encore plus concrètes pour faire évoluer donc toutes ces réflexions sur la démocratie participative, délibérative. Et en tout cas, félicitations pour tout ce travail. Merci, merci à vous Yasmine. On vous retrouvera encore une dernière fois dans quelques minutes. On va passer aux questions-réponses. Et peut-être Anton, avant de poser la première question là qui est arrivée pour toi, tu peux peut-être nous dire ce qui a fait que toi, tu t'es intéressé justement aux émotions. Déjà, merci beaucoup pour tous ces mots, ça fait chaud au cœur. Alors, pourquoi est-ce que je me suis intéressé aux émotions? En réalité, je me suis d'abord intéressé à toute une série de dispositifs démocratiques qui sont voués à faire davantage participer les citoyens à la politique. Et en fait, c'est en faisant des recherches sur tous ces dispositifs que je me suis rendu compte que les recherches sur ces éléments ne prenaient pas justement le pas du tournant émotionnel qu'est en train de prendre les sciences politiques. Et je me suis dit, bah tiens, c'est dommage que ce point si important des sciences politiques, au moins à mes yeux, ne prenne pas ce tournant-là, parce que, en effet, puisqu'il fait intervenir des individus et que tout individu ressent des émotions, eh bien, c'est négliger une part importante de notre fonctionnement que de ne pas prendre en compte ces émotions. Et donc, c'est plus, ce n'est pas moi qui avait un attrait particulier pour les émotions, mais par contre, j'avais un attrait particulier pour ce quelque chose qui manquait, ce facteur-là qui n'était pas pris en compte et qui, selon moi, rendait la recherche ben, je vais employer les grands mots, pas imparfaite, et je ne pense pas que je l'ai rendue parfaite en prenant en compte les émotions dans mon travail, mais en tout cas, j'avais pour ambition de contribuer un peu à dire on devrait les prendre en compte, c'est quelque chose d'important, et les résultats qui ont été les miens semblent aller dans ce sens. Alors, cette question qui est arrivée pour toi, pourriez-vous expliciter plus avant la notion de capital émotionnel et d'inégalité aussi dans ce capital? Moi, ma notion de capital émotionnel, je l'ai divisée en deux. En gros, je me suis intéressé à deux éléments. Il y a un concept issu de la sociologie et un autre issu de la psychologie. Le premier, issu de la sociologie, c'est le concept de travail émotionnel. Et il s'agit, en quelques mots, d'une double capacité, qui est une capacité à, quand on ressent une émotion, soit la supprimer, soit la changer en quelque chose d'autre, en une autre émotion qui nous permet de faire face à la situation qu'on rencontre. Et c'est quelque chose qui peut être amené, qu'on peut développer davantage, par exemple en occupant certains types de positions, certains types de postes à pouvoir ou ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'une compétence comme celle de travail émotionnel est inégalitaire. Parce que en gros, notre environnement et notre expérience socio-professionnelle nous permet de développer davantage ou non ce type de capacité. L'autre point du capital émotionnel, c'était donc l'intelligence émotionnelle, qui est une notion plus psychologique et qui fait aussi référence à toute une série de capacités de gestion de nos émotions. Déjà, par exemple, la compétence de simplement reconnaître l'émotion qu'on ressent, c'est-à-dire, tiens, là, je ressens, par exemple, que je suis en colère.
Ça peut être, par exemple, le fait de gérer cette colère après avoir reconnu qu'on était en colère, se dire, OK, là, peut-être que ma colère m'empêche de juger comme il se doit la situation. Je vais essayer de me calmer, par exemple, un peu avant de prendre la parole et ce genre de choses. Et ça aussi, ce sont des compétences qui sont en partie liées à l'expérience socio-professionnelle des individus. Donc, c'est une série de compétences qui s'avèrent également aussi être inégalitaires. Enfin, en tout cas, réparties inégalement dans la population. Alors, quel dispositif les praticiens et les praticiennes de la délibération délibérative pourraient mettre en place pour tenir compte des émotions des participants dans les processus délibératifs? Je ne pense pas forcément qu'il faille un changement de dispositif. Par exemple, les mini-publics n'ont pas forcément besoin d'être changés totalement pour pouvoir prendre en compte les émotions. Par prendre en compte les émotions, déjà, il s'agit de les prendre en compte dans la recherche, mais pour les praticiens, prendre en compte les émotions, c'est notamment adopter des techniques d'animation et de facilitation qui permettent de gérer les émotions d'un groupe, surtout par exemple quand on a des cas quand on a un groupe en colère ou un groupe particulièrement enthousiaste à tel point qu'il n'entend plus les propositions qui ne vont plus dans le sens du groupe, eh bien, il y a toute une série de techniques de facilitation ou d'animation qui pourraient permettre d'être attentif à ces éléments-là et d'éviter que des avis divergents ne soient pas pris en compte. Ensuite, comme je le disais, il y a vraiment le fait de commencer à prendre davantage en compte ces éléments dans les recherches qu'on mène, parce que, à force, on arrivera à trouver des manières de rendre notre système démocratique plus inclusif et donc finalement plus démocratique. Je ne sais pas si ça répond parfaitement à la question. Oui, je voulais dire, il y a des auteurs, notamment Ogette et Thompson, qui parlent de techniques de délibération qui permettent de contenir les émotions de groupe. Je dis contenir avec des guillemets parce que ça ne veut pas dire les réduire et les mettre de côté. Ici, contenir, ça veut dire essayer de les transformer en quelque chose de positif. Par exemple, il ne s'agit pas le groupe est trop enthousiaste, on va essayer de réduire ça. Non, il s'agit de faire, OK, là, il y a un enthousiasme qui, certes, est très positif pour toute une série de choses, mais qui peut s'avérer négatif aussi. Et il y a des techniques qui permettent de contenir cet enthousiasme pour essayer d'en garder maximum le positif. Formidable. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Anton, et bravo pour ton travail. Merci aussi à Jean-Benoît Pilet qui nous a rejoints aujourd'hui. On va poursuivre avec le dernier travail dans cette catégorie, toujours en Sustainable Democracy. C'est celui de Anthony Ricotta. Bonjour, Anthony. Bonjour. Alors, tu as terminé ton mémoire de master en sciences politiques à la faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication de l'UC Louvain. C'était en juin 2022. Tu y es actuellement doctorant et ton mémoire a pour titre « Les partis populistes de droite radicale et la démocratie face à la pandémie du Covid-19, analyse comparée des propos tenus par le Rassemblement national et le Vlaams Belang ». Ta promotrice, c'est Nathalie Schifino-Leclerc, qui est professeure ordinaire à l'UC Louvain, où elle préside l'Institut ISPOL. Elle est membre associée du Centre d'analyse des politiques publiques de l'U Laval au Québec. On la retrouvera juste après. En attendant, Anthony, c'est à toi. Ok, donc merci pour cette présentation. Donc je vais de ce pas commencer. Donc comme vous le savez certainement, les partis populistes de droite radicale, qui sont aussi appelés partis d'extrême droite, connaissent un succès électoral majeur en Europe. On l'a encore vu récemment en Italie. Ces partis ils se singularisent par le rapport qu'ils entretiennent à la démocratie, puisqu'ils tendent à se montrer fortement critiques de la démocratie libérale contemporaine et à promouvoir des idées qui se rapprochent d'une forme de démocratie illibérale.
Récemment, la pandémie de Covid-19 a posé question quant au caractère démocratique des mesures qui ont été prises pour lutter contre le virus. Dans un tel contexte, s'est posé la question de ce que des partis habituellement critiques de la démocratie ont pu dire à ce sujet durant une période aussi exceptionnelle. Et donc, mon mémoire a visé à répondre à cette question en procédant à une analyse thématique des propos tenus par le Vlaams Belang et le Rassemblement national, d'une part sur leur compte Twitter et d'autre part dans les interventions orales de leurs députés, respectivement à l'Assemblée nationale et à la Chambre des représentants. 5 thèmes sont ressortis de cette analyse thématique. Ces thèmes, ils ont été construits de manière à rester assez proches du contenu littéral des propos de ces partis. Donc, vous les voyez affichés sur la slide. 3 éléments doivent être mentionnés quant à ces thèmes. Premièrement, ces partis se montrent fortement critiques de l'état de la démocratie durant cette période. Ils pointent par exemple les menaces aux libertés fondamentales, à l'état de droit et à la démocratie dont ils font le constat. On retrouve également leur style politique populiste, puisqu'ils pointent systématiquement la responsabilité des autorités politiques dans ces menaces. Ils qualifient ces autorités d'illégitimes, les accusent également, par exemple, d'agir de manière arbitraire. Et troisièmement, assez paradoxalement, compte tenu de leurs idées traditionnelles sur la démocratie, ces partis se font les défenseurs de certaines caractéristiques des démocraties libérales durant la pandémie. Au-delà d'une analyse assez descriptive des propos de ces partis durant la pandémie, mon mémoire a visé à éclairer ces propos et a fortiori les contradictions inhérentes à la rhétorique de ces partis en les confrontant à la réalité des actions, des pratiques et surtout des caractéristiques de ces partis telles que mises en avant dans la littérature scientifique. Cette confrontation, elle a notamment visé à développer des tentatives d'explication des contradictions que j'ai mentionnées. Donc, 2 points sont à noter les concernant. Premièrement, quand ces partis se font les défenseurs des caractéristiques centrales aux démocraties libérales, il apparaît que ce soit davantage dans une optique d'instrumentalisation de la crise sanitaire en vue de nourrir leur critique de l'establishment et de s'asseoir comme les représentants légitimes du peuple. Et deuxièmement, on retrouve également dans certains de leurs propos leurs idées plus traditionnelles sur la démocratie. 2 exemples peuvent être cités. Par exemple, le Rassemblement national remet en question les droits des minorités quand il promeut l'interdiction du port du voile dans l'espace public. Le Vlaams Belang remet quant à lui, par exemple, en question le pluralisme politique quand il prétend, avec la NVA, être le seul parti légitime pour occuper des postes gouvernementaux. Et donc, mon mémoire, par l'analyse réalisée, met en avant la nécessité de se montrer attentif à la croissance électorale de ces partis qui tendent à saper certains fondements des démocraties libérales. Ces partis instrumentalisent, par exemple, et alimentent la polarisation et la désaffection politique, mais a fortiori instrumentalisent des enjeux contemporains comme l'enjeu sanitaire au service de la promotion de leurs idées traditionnelles, parmi lesquelles on retrouve des idées qui se rapprochent d'une forme de démocratie libérale. Et donc, si l'on souhaite tendre vers une démocratie plus soutenable, il convient de se montrer prudent au moment d'aborder les propos de ces partis qui tendent à alimenter ce rapport de certaines catégories de la population néfastes à la démocratie. Un grand merci pour votre attention. Merci beaucoup à toi, Anthony. On va donner la parole à présent à ta promotrice, Nathalie Schifino-Leclerc. Bonjour. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Alors, en quoi est-ce que le mémoire d'Anthony participe à construire un monde durable à vos yeux ? Alors, je vais vous répondre tout de suite à cette question. Avant, je voudrais quand même remercier la Fondation de s'intéresser à nos travaux de recherche et de les mettre à l'honneur parce que c'est vraiment très important pour nous en termes d'utilité sociale aussi de ce qu'on peut faire. Alors, pour répondre à votre question, un petit propos préliminaire. Anthony est curieux et Anthony est rigoureux et ce sont 2 qualités importantes dans la recherche. C'est ce qui lui a sans doute permis de comparer de manière aussi systématique 2 acteurs, vous l'avez entendu, l'un belge, l'autre français, dont on peut se dire a priori qu'ils ont évidemment beaucoup de différences entre eux, mais qui ont ceci en commun d'être 2 partis radicaux, on pourrait dire extrémistes, qui ont tous les 2 adopté depuis plusieurs années une même stratégie qui consiste à avoir un discours assez policé, assez lissé, qui consiste à montrer la possibilité de respecter le jeu institutionnel, ce qui a amené un certain glissement dans leur action et dans la manière dont ils sont perçus dans l'arène politique, y compris par les citoyens. Alors, le travail d'Anthony en termes de durabilité de la démocratie est important parce qu'il montre combien on doit rester vigilant, prudent par rapport à l'action politique que ces acteurs, ces partis politiques mènent, que ce soit dans l'arène parlementaire,
arène classique, institutionnelle, qu'on connaît bien de la démocratie représentative, mais aussi action sur les réseaux sociaux, dont on sait aujourd'hui combien ils impactent les comportements politiques, y compris ceux des électeurs. Et donc, ce que le travail d'Anthony permet de faire, c'est de montrer à nouveau que la démocratie, pour être durable, a besoin d'être soutenue. Et on a besoin, dans ce soutien, de montrer combien encore elle peut être fragile, menacée par certaines stratégies partisanes auxquelles il convient en fait que toutes et tous nous soyons encore attentifs. Je pense que le mérite principal du travail d'Anthony, outre la rigueur avec laquelle il a été mené, c'est ça, c'est le message en fait qu'il véhicule. Merci beaucoup à vous. Avant de passer aux questions-réponses, et je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à Anthony via le petit onglet « Discuter », on va retrouver Yasmine Boudaka. Bonjour Yasmine, on se retrouve une dernière fois ce matin. Bonjour Caroline et bonjour Anthony. Voilà, et on a envie de savoir ce qui a particulièrement plu aux membres du jury dans le travail d'Anthony. Eh bien Caroline, eh bien Anthony, c'est cocasse parce que ta promotrice Anthony parlait de ta rigueur. Eh bien, sache que c'est ton travail méticuleux qui a vraiment apprécié, qui a été apprécié par le jury, parce que dans ton travail tu abordes vraiment un volet crucial. Enfin, je reprends et je reformule. Donc, c'est cette rigueur et cette méticulosité qui nous a séduites. Et aussi parce que ton travail aborde un volet crucial de nos démocraties encore plus fragilisées aujourd'hui. Et puis, parce que toi, à travers ce décortiquage minutieux de toute la littérature disponible, tu nous offres une analyse scrupuleuse et donc une meilleure compréhension des stratégies qui sont mises en place par ces acteurs populistes. Tu nous livres des conclusions vraiment très riches, très denses, qui nous permettent finalement une lecture plus précise des crises passées et qui peuvent aussi nous guider pour anticiper les crises futures. On se doit vraiment d'être vigilant aujourd'hui. Et ce qui serait intéressant, c'est de reprendre ce travail dans quelques mois, parce que ce qui nous a manqué, mais c'était logique bien sûr, c'est le recul nécessaire, puisque tu as analysé la période Covid. C'est de voir comment quelques mois plus tard, quelques années plus tard, tout ça a décanté et comment ça peut s'analyser autrement et avoir voilà, d'autres perspectives, peut-être plus profondes ou plus fines de ce que tu nous as proposé ici. Mais encore une fois, beau travail, on attend les enrichissements, félicitations et bonne continuation surtout, Anthony. Merci beaucoup. Merci Yasmine, merci à vous. On attend les enrichissements. Est-ce que ça fait partie de tes projets, Anthony, de poursuivre ce travail? Donc, ce travail, j'ai déjà commencé par le valoriser via la rédaction de 2 articles qui sont, on l'espère, en cours de publication. Et oui, c'est effectivement donc une des limites de ma recherche, et c'est notamment dû à la période à laquelle je l'ai réalisé, puisque je l'ai réalisé sur une période allant de septembre 2020 à mars 2021, pour des raisons très pragmatiques de limite de temps pour soumettre mon mémoire. Mais c'est vrai que c'est une des limites que je dresse dans ma conclusion, l'impossibilité d'avoir étudié déjà toute la période Covid dans un premier temps, et peut-être de s'être intéressé plus spécifiquement à l'évolution du discours de ces partis tout au long de la crise sanitaire. Mais effectivement, c'est aussi quelque chose qui mérite d'être investigué plus en profondeur, la manière, pour moi, dont ces discours ont été déjà réceptionnés par les citoyens. Est-ce que, par exemple, ils ont eu un rôle à jouer dans les différentes mobilisations populaires qu'on a connues, surtout vers la fin, le milieu, la fin de la pandémie, et également dans quelle mesure ces discours ont, par exemple, pu avoir une influence sur la perception que les citoyens ont de la politique, de la démocratie. Donc oui, ça fait partie des travaux à faire suivre. Pourquoi toi, tu t'es intéressé au départ à ces 2 partis populistes? Qu'est-ce qui a suscité ton intérêt? Donc, à l'origine, je voulais travailler en fait sur ce qu'on appelle la désaffection politique. Donc, c'est ce ressentiment de certaines catégories de la population, surtout envers donc, le politique, ses acteurs, ses institutions. Et donc, c'est en discutant avec ma promotrice qu'elle m'a proposé ce sujet, qui au final est directement lié à cela, puisque les conclusions de mon mémoire mettent en avant que c'est parti durant la pandémie et conformément à leur caractère populiste, alimente ce ressentiment en mettant systématiquement en opposition ce que font les autorités politiques, ce que font les élites et la population.
Donc, c'est vraiment ça qui m'a intéressé dans ce sujet. Alors, tu le disais, il y a 2 articles qui, on l'espère, seront diffusés. Après, ça reste encore dans un milieu bien particulier qu'ils seront lus. Et justement, il y a cette question qui vient. Est-ce que c'est une thématique qui est diffusable vers les citoyens, vers le grand public? Est-ce que ce serait un élément parmi d'autres qui pourrait être efficace pour lutter contre la montée des extrêmes? Ouais, pour moi, une des conclusions qui manque peut-être dans mon mémoire, c'est une conclusion un peu plus pratique. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pour moi, mon mémoire, il invite à une certaine éducation aux politiques et à la démocratie, dès le plus jeune âge, en fait, pour vraiment éduquer les jeunes citoyens et les citoyens en général à être prudents quand on aborde les propos de partis politiques en général, et a fortiori, puisque c'est le sujet de mon mémoire, les propos de ces partis qui sont démagogues, souvent qualifiés donc, de démagogues dans la littérature, et donc qui oui, s'engagent dans des processus de manipulation. Et donc, pour moi, ça invite à cette éducation pour montrer aussi qu'il ne faut pas, parfois un peu trop facilement, considérer leurs propos comme des vérités absolues ou les seules solutions qu'on peut implémenter, puisque leurs solutions, encore conformément à leur caractère populiste et démagogue, paraissent souvent assez simples à mettre en place. On ne vous entend plus. Si je ne rallume pas mon micro, évidemment, c'est plus compliqué. Ça voudrait dire aiguiser le sens critique, mais déjà dès l'école, quoi. C'est ça, oui. Effectivement, idée à retenir et à diffuser, même si on sait que certains enseignants le font, mais il faudrait généraliser ce genre de choses. Un petit mot peut-être encore, Anthony, sur ton expérience avec les ERA Awards. Donc, c'est une expérience extrêmement positive. Moi, j'étais assez surpris de cette rencontre de multiples personnes qui ont mené des recherches toutes plus intéressantes les unes que les autres. Et je trouvais ça aussi intéressant de réfléchir en fait mon mémoire par cet aspect de volonté de développement durable, puisque à l'origine, pour être tout à fait sincère, je ne l'ai pas pensé comme ça, mais on se rend compte en le réfléchissant comme ça que je contribue d'une certaine manière à cette réflexion. Pour ma part, plus cette réflexion autour d'un rapport soutenable de la population aux politiques. Et donc, au-delà de cette expérience humaine, c'est vraiment ça que ça a permis, et également une valorisation de mon travail. Merci à toi pour ce partage. Merci aux promotrices, promoteurs, à la présidente de notre jury pour ce bel investissement aussi. On va passer à la catégorie suivante, c'est le design durable, et je vais accueillir tout de suite la lauréate de cette catégorie, c'est Léa Lebru. Bonjour Léa. Bonjour. Voilà, Léa, en pleine nature. On prend le soleil avec toi ce matin. Alors, tu as terminé un master en design d'innovation sociale à l'ESA Saint-Luc-Bruxelles, c'était en janvier 2022. Tu y es actuellement chercheuse pour le projet Renolab for School et ton mémoire de master s'intitule « Fête du verbe faire, fête au village, l'écrit, analyse et réflexion sur les tiers-lieux en milieux ruraux ». Alors, tu as eu un promoteur pour ce mémoire qui est Pierre Échard, qui est titulaire d'un bachelier en sociologie du développement et d'un master en gestion. Il est aussi cofondateur, enseignant et chercheur au sein du master en design d'innovation sociale à l'ESA Saint-Luc-Bruxelles. Puis il y a aussi notre président du jury que j'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques minutes. En attendant, Léa, si tu es prête, c'est à toi. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors oui, comme vous le disiez, donc je me suis intéressée aux tiers-lieux à la campagne. Et avant de commencer à vous expliquer mon sujet, je voulais vous rappeler peut-être ce que c'était un tiers-lieu, ou vous dire ce que c'était un tiers-lieu, malgré que, à mon sens, chaque lieu a sa propre définition de par ses activités. Alors, je t'ai perdu. Alors, c'est ce que tu peux revenir un tout petit peu en arrière. Moi, je t'ai perdu, je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres, mais j'imagine que oui. Donc, peut-être nous redire ce que c'est un tiers-lieu. Oui, je n'avais pas commencé, donc magnifique. Donc, un tiers-lieu, à mon sens, c'est un lieu pluridisciplinaire et collectif qui vise à créer de l'activité sur un territoire répondant aux besoins des citoyens et citoyennes qui le constituent. Ce sont des lieux où les modèles de gouvernance sont vraiment réfléchis et où le processus est du faire ensemble est vraiment valorisé plutôt que la finalité. Voilà, en tout cas, moi, ce qui m'a intéressée pendant ce travail de recherche que j'ai fait pendant 2 ans et demi, c'était vraiment de comprendre comment ces projets font-ils pour créer des lieux qui répondent aux vrais besoins des usagers sur leur territoire. Mes études, du coup, étaient du design d'innovation sociale, et pendant ces études-là, on nous a appris une méthodologie qui s'appelle le design thinking,
qui est une méthodologie qui sert à créer au mieux des projets répondant au plus juste aux besoins des citoyens et citoyennes. Cette méthodologie passe de l'empathie et de l'analyse de terrain à la co-création, à l'idéation, en prototypant rapidement et en trouvant la solution. Et j'ai trouvé très rapidement que cette méthodologie, ça était très appropriée à ce qui se passait sur le terrain dans ces tiers-lieux. En plus de cette méthodologie-là, et ce qu'on avait appris également au master, c'était les 4 P du développement durable, ce pourquoi nous sommes ici ce matin, que j'ai revêtu mes petites lunettes de 4 P dans mon analyse de terrain que j'ai effectuée pendant quelque chose comme 3 mois durant l'année 2021. J'ai analysé ces lieux-là de manière plutôt systémique et ce qui m'a permis de vraiment analyser en profondeur ces lieux-là, mais aussi de créer un parallèle entre chaque lieu. Pour plus vous donner d'informations, en fait, j'ai analysé 3 lieux, 2 en France et 1 en Belgique, et ce qui m'a permis de à la fois écrire le mémoire que j'ai soumis à la Fondation ERA et également de réaliser un film documentaire d'une 30aine de minutes qui vise à démocratiser ce sujet de tiers-lieux. Les 4 P m'ont permis d'aborder cette thématique et d'analyser différents points, comme l'humain est vraiment central dans ces lieux-là, donc ça m'a permis d'analyser vraiment les publics qui fréquentent ces lieux-là, comment les citoyens sont fédérés au sein de ces lieux et quel sentiment d'appartenance ils peuvent ressentir pour faire de ces lieux des lieux qui leur appartiennent. La participation est vraiment centrale, c'est vraiment le pilier central de ces lieux, la co-construction. Les modèles de gouvernance, comme je le disais au départ, sont vraiment pensés et très souvent horizontaux. La valorisation du processus également, comme je le disais en introduction, est vraiment prônée. Les questions de prospérité ici, ce n'est pas le pilier central, mais bien le nerf de la guerre de la question économique. Comment on rend stable, comment on trouve un équilibre économique, un équilibre financier dans ces lieux-là pour qu'ils soient pérennes et qu'ils puissent se pérenniser dans le temps. Les emplois aussi que ça génère, parce que dans les lieux que j'ai analysés, ça allait de 2 salariés à une douzaine de salariés. Donc, c'est quand même des lieux vecteurs d'emploi. Et enfin, la question de l'environnement. Ces lieux-là sont infusés complètement des valeurs environnementales et de l'écologie. Ce sont des endroits où on consomme responsable, que ce soit dans l'alimentaire ou dans l'artisanat ou dans peu importe ce qui est prôné. De par aussi leur structure, ce sont des lieux qui sont souvent, enfin des projets qui sont souvent implantés dans des lieux vacants. Donc on vient réutiliser des lieux toujours dans ces systèmes de circularité, de réutilisation, réinsuffler des dynamiques avec ce qu'on a, quoi. Et je dirais que c'est enfin des lieux de résilience. Pour conclure, mes conclusions étaient que ces lieux-là permettent une relocalisation des services, une dynamisation des territoires, souvent dans des territoires ruraux, laissés à l'abandon, notamment dans les territoires français qui sont beaucoup plus épars qu'en Belgique, qui est des territoires ruraux beaucoup plus denses, mais malgré tout, les enjeux se croisent. On a une revitalisation économique de par ces lieux, avec la création d'emplois et de faire vivre le tissu local. Et enfin, ce sont des modèles, ils expérimentent des modèles démocratiques innovants de par l'horizontalité et en répondant vraiment aux besoins de chacun et chacune. En bref, quand je suis partie il y a 2 ans avec mon micro, ma caméra et mon carnet pour analyser tous ces lieux-là, j'étais assez naïve en me disant que c'était la solution. Aujourd'hui, je trouve que c'est pas forcément la solution, mais c'est une vraie solution parmi tant d'autres. Et à mon sens, ils tendent vraiment à un futur désirable. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Merci. Merci beaucoup à toi, Léa. On se retrouve dans quelques minutes autour des questions qui te seront adressées. Tout de suite, je vais demander à ton promoteur, Pierre Richard, de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? On vous entend Oui. super bien. Parfait, super. Alors, en quoi est-ce que le travail de Léa nous aide à aller vers un monde durable? Alors, je pense que la durabilité est au cœur de ce mémoire, de par la thématique et de par aussi l'approche qu'elle a pu mettre en œuvre dans son travail. Et je voulais souligner le fait que voilà, ce travail, c'est un travail de recherche académique qui, dans une école d'art, est associé aussi à un travail d'un projet de fin d'études, donc d'une production plus créative. Et en plus, le troisième pilier, comme l'a dit Léa, c'est ce documentaire qu'elle a fait. Donc, c'est vraiment important de voir cette approche systémique qu'elle a pu mettre en place.
En termes du sujet même des tiers-lieux, je pense que ça contribue à cette réflexion autour de la transition, de la redynamisation des zones rurales au XXIe siècle, d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue de cohésion sociale, d'un point de vue de dialogue entre les différents acteurs des zones rurales, du politique. Excusez-moi, il y a pas mal de bruit derrière moi, je suis en atelier. Ça va, ça s'entend pas trop? OK. Et donc, le rôle de ces tiers-lieux dans la société de demain, qui, en plus, avec le Covid, a été vraiment remise en question. Beaucoup de gens en zone urbaine se remettent en question par rapport à leur mode de vie, leur mode de production, leur mode de consommation. Et donc, voilà, ce mémoire remet beaucoup ces questions en exergue, avec aussi la question culturelle, etc. Alors, l'approche qu'a mis en place Léa par rapport à ça, c'est cette approche de design d'innovation sociale dont elle a parlé, qu'on mène dans le cadre du master en design d'innovation sociale, qui est vraiment centrée sur l'usager. Elle est complémentaire finalement à des approches plus techniques, plus économiques, plus sociales au niveau scientifique, des sciences sociales, parce qu'elle est profondément empathique et en fait, par les métiers créatifs et par la production de ces prototypes rapides qui sont testés, qui sont co-créés avec les usagers, c'est une méthode qui permet finalement de mieux ancrer les solutions sur le terrain. Ça intéresse les acteurs déjà engagés dans les tiers-lieux, donc ceux qui sont déjà dans les tiers-lieux, parce qu'elle apporte un regard critique sur les méthodes, sur l'existant, dans ces trois tiers-lieux qu'elle a pu étudier, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, mais elle apporte aussi des outils, des pistes de réflexion qui permettent aux acteurs qui souhaitent se mettre en place dans un nouveau tiers-lieu, de créer de nouveaux tiers-lieux, de voir un peu les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, les outils qui permettent de faciliter ce dialogue, parce que c'est parfois mal perçu d'arriver, c'est souvent considéré comme voilà, associé à des bobos urbains qui reviennent à la nature, etc., qui veulent élever les chèvres, et c'est pas du tout ça, en fait, c'est beaucoup plus systémique et beaucoup plus complexe que ça, et donc c'est parfois cette tension qu'il peut y avoir avec les acteurs locaux, toutes les parties prenantes, internes, externes, en faveur et contre ces tiers-lieux, qui sont ramenés dans son étude. Alors, je pense que ça contribue de manière très concrète à la réflexion sur cette transition, sur des nouveaux modes de vie, de production, de consommation, de cohésion sociale. Et c'est une forme d'innovation qui n'est pas technologique, qui peut avoir un aspect technologique parfois, mais du low-tech plutôt, mais aussi surtout une innovation sociale et durable qui contribue finalement à redynamiser et à voir ça comme une nouvelle piste d'exploration très concrète dans la transition vers un monde plus durable. Formidable, merci. Merci d'avoir été des nôtres, Pierre-Richard. Merci beaucoup. On va retrouver à présent notre président du jury en design durable, c'est François Lorraise. Vous êtes géographe communicant de formation. Vous avez travaillé pendant 12 ans chez Trace TPI Belgium au développement touristique, des loisirs et territorial. Et vous êtes actuellement gestionnaire de projet au BEP intercommunal de la province de Namur et au TRAC, qui est un hub créatif namurois où vous élaborez et mettez en œuvre une stratégie Smart City, et vous êtes aussi gestionnaire animateur de la plateforme de crowdfunding Silo. Alors, est-ce que vous êtes bien avec nous, François Lorraise? Je suis bien là. Voilà, Vous me voyez bien, vous m'entendez bien. Voilà, formidable. Alors, qu'est-ce qui a séduit les membres du jury dans le travail de Léa? Alors, beaucoup de choses, et on voudrait d'abord dire bravo à Léa, mais surtout merci, parce que ça a été c'était vraiment un mémoire rafraîchissant qu'on a eu beaucoup de plaisir à lire et à regarder, puisque c'était en plus, ça c'était chouette, on l'a dit, j'invite vraiment tout le monde à aller voir ce film qu'elle a réalisé, qui était très solaire, comme d'ailleurs son intervention, elle était tout autant. Je pense que ça reste raccord par rapport à son mémoire, le cadre dans lequel elle est. Et je pense qu'on a besoin de discours dans la société actuelle, de discours positifs, voilà, pour réenchanter aussi par rapport à ce catastrophisme ambiant. Je pense qu'avoir cette bouffée d'air frais fait du bien et peut mettre en mouvement aussi de manière beaucoup plus positive par rapport à ces changements de société. Et je trouve que c'est assez intéressant que ce soit le mémoire qui fasse la transition entre la démocratie et le design, parce que ça remet aussi en cause certains modèles de société. Et en même temps, elle apporte, on l'a dit, hein, je pense que son promoteur l'a dit aussi, mais elle a la bonne distance par rapport à
par rapport au sujet et par rapport au personnage qu'elle va suivre, parce qu'il y a une galerie de personnages que l'on va rencontrer dans ce film et dans ce mémoire, tous plus attachants que les uns que les autres. Enfin, je ne sais pas s'ils sont attachants, mais en tout cas, elle les rend attachants et donc, du coup, ça marche. Et elle aurait pu tomber complètement en amour de ces personnes et de ces projets. Et elle le dit même elle-même, là, en conclusion, j'ai cru que c'était la solution. C'est peut-être pas la solution, mais c'en est une. Et on le sent, ce discours, à un moment donné, où elle est en empathie, mais elle prend cette distance par rapport au sujet. Et elle est critique par rapport au sujet, par rapport à la difficulté de ces nouveaux modèles de société, de vivre dans la société, dans le cadre de la société que l'on a actuellement. Elle arrive à avoir la bonne distance finalement. Après, au début, peut-être pas, et puis elle le prend. Et ça, c'était du coup, c'était vraiment ce qu'on voulait mettre en avant, ce discours positif avec un mémoire très intelligent, très fouillé, très bien construit et qui donne à la fois des outils, comme son promoteur l'a dit, aux personnes qui veulent se mettre en mouvement par rapport au tiers-lieu. Mais je pense que des élus pour faire le lien avec la démocratie, auraient beaucoup à s'inspirer pour voir comment bouger le cadre de la société pour faciliter la mise en œuvre de ce type de projet. Et voilà, donc, vous voulez encore dire bravo, mais surtout merci à Léa pour ce superbe mémoire. Formidable, merci. Merci à vous. On se retrouvera évidemment encore à deux reprises Bien sûr. un petit peu plus tard. Alors Léa, peut-être pour être sûr que tout le monde soit bien sur la même longueur d'onde, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret dans des tiers-lieux dans lesquels tu as pu aller? Et qu'est-ce Ouais, qui bien. est fait concrètement? Oui, bien sûr. L'exemple le plus proche de vous, c'est le 4 quarts à Court-Saint-Étienne dans le Brabant wallon. Je ne sais pas si ça parle à certains ou certaines. C'est un lieu qui se dit coopérative citoyenne et tiers-lieu depuis 2 mois, quelque chose comme ça, après avoir remporté des subsides de la fédération wallonne prônant cette notion de tiers-lieu et offrant des subventions pour développer encore et encore d'autres activités. Mais donc le 4 quarts à la base, c'est un collectif de citoyens qui réhabilite une ancienne gare dans cette campagne de Court-Saint-Étienne pour faire vivre le bourg. Le 4 quarts, c'est à la fois une cantine et un bar. Ce sont des activités citoyennes, des brocantes, des concerts toutes les semaines. Mais il y a une librairie, il y a plein de choses. Ça, c'est l'essence même du 4 quarts. Et c'était un tiers de la gare. Et aujourd'hui, ils ont repris toute la gare et il y a d'autres activités économiques comme Agricovert, la coopérative alimentaire qui vient vendre ses produits, qui a un petit magasin implanté dans la gare. Il y a une garnisseuse, il y a plein d'ateliers divers et variés pour revaloriser les déchets, etc. Voilà, ça c'est l'exemple rural le plus proche et peut-être un exemple bruxellois qui était à l'époque, là où nous étudions avec le master, c'était le CIU, anciennement dans les anciennes casernes d'Etterbeek. Ça, c'était à l'échelle de Bruxelles. Je crois qu'à l'époque, c'était la plus grande occupation temporaire d'Europe. Donc ça, c'était gros. Voilà, comme ça, on est vraiment rentré dans le concret. Voilà. Avant de te poser cette question, donc les relations des tiers-lieux avec l'environnement, voisinage par exemple, ont été abordées dans le mémoire. Qu'est-ce qui en ressort? Les liens sont plutôt intenses ou distants? Quel est le type de cohabitation? Est-ce qu'il y a des points d'attention identifiés pour contribuer à la réussite de ces lieux et justement leur intégration dans leur milieu, dans leur environnement? Oui, ben ça a été ma grande quête pendant des mois et des mois, de comprendre comment ils fonctionnaient avec leurs voisins ou le territoire proche. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas de recette magique, c'est assez propre à… Allez, il y a des tendances, mais c'est assez propre à chaque lieu. Il y a aussi la question des néo-ruraux avec la question des gens d'ici. Souvent, quand un collectif vient s'implanter dans un espace, ce qui va faire que le lieu va fonctionner, c'est effectivement de se mettre en lien direct et de manière très informelle, en fait. Enfin, il y a quelque chose, c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de recette magique. C'est que ça va être un café de discuter, enfin, ça va être beaucoup d'informel qui va se créer au départ pour présenter à la fois le projet, mais aussi inviter et inciter les gens à être curieux et à venir pousser les portes de ce que les gens qui ont cette idée en tête-là veulent faire. Sans ça, et quand même, avec du recul, tous le font plus ou moins bien, mais tous, c'est quand même une démarche qui est vraiment lancée. Sans ça,
je pense qu'on peut être quasiment sûr que le projet aura beaucoup de mal à s'implanter et ça va être beaucoup plus compliqué de fédérer et de faire vivre un lieu et qui servent, quoi. Donc, ouais, c'est un enjeu majeur. À Cours-Saint-Étienne, par exemple, ça a été longtemps un gros cheval de bataille. Les gens ne poussaient pas la porte. Cette gare, elle faisait un peu peur. Les gens qui avaient à l'intérieur, ça faisait un peu peur. Le lieu que j'ai fréquenté en Normandie, à l'inverse, eux, sont vraiment des gens du cru à 100%, enfin, tout comme Saint-Étienne d'ailleurs, mais c'était des fils de fermiers qui ont repris le bâtiment. Donc ici, il y avait toute une dynamique familiale qui était créée autour, mais ça génère aussi d'autres jalousies et d'autres enjeux. Enfin voilà, j'ai envie juste de dire que voilà, chaque lieu est propre à son territoire et est propre aux gens qui le constituent, mais il faut tisser du lien, quoi. Oui, ça veut dire, ce que tu dis, que c'est parfois vu comme des endroits pour bio-bobo. C'est pas Ouais. forcément que des néo-ruraux qui sont à l'initiative de ce genre de projet, quoi. Mais en fait, moi, j'étais partie aussi avec cette idée-là de c'est des néo-ruraux et finalement, enfin, en tout cas, dans les 3 lieux que j'ai analysés, ça l'était absolument pas. Et après, voilà, c'est une représentation un millier de lieux, mais en tout cas, oui, c'est souvent des gens du cru qui, en fait, se disent, «En fait, il faut qu'on fasse bouger, notre territoire». Donc ça part de là. Après, il y a sûrement, ça aussi, ça attire, des populations comme des jeunes trentenaires qui viennent s'installer en campagne, ici après le Covid, comme disait Pierre Richard. Bah, voilà, les populations que ce genre de lieux-là attirent, c'est effectivement des populations type néo-ruraux, mais souvent à la base de ces projets-là, je dirais que c'est des gens qui ont la profonde envie de faire bouger leur territoire, quoi. En tout cas, on a fort envie de découvrir ce film que tu as réalisé. Alors, j'imagine qu'il est disponible via le site de la Fondation? Eh ben, j'imagine que oui, En mais en tout avoir cas, la- je vous l'ai envoyé et avec grand plaisir que vous le véhiculiez, sur ce site-là si c'est pas encore fait. C'est formidable. Bon, on va pas aller plus loin parce que je vois que le temps presse et voilà, je voudrais qu'on reste dans nos créneaux. Merci beaucoup Léa. Merci à vous. Félicitations encore pour ce travail. L'avant-dernier travail qui est présenté ce matin, c'est toujours été nommé dans cette même catégorie de design soutenable, durable. On va découvrir le travail de Pierre Ledan. Alors Pierre, tu as terminé un master en design industriel à l'ESA Saint-Luc-Liège en juin 2022 et tu es actuellement designer fibre chez Proximus et ton mémoire s'intitule « Régulariser les contrôles de qualité des eaux de surface en Wallonie ». Alors, tu as eu un promoteur pour ce mémoire, c'est Michael de Gottal, qui est enseignant à l'ESA Saint-Luc-Liège en design et architecture d'intérieur. Pierre, si tu es prêt, est-ce que tu es Oui, bien bien sûr. avec nous? Ah voilà, Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous et Formidable. merci Caroline pour cette petite intro. Et merci au Recevoir d'ailleurs de me donner l'opportunité de parler de mon projet. Comme vous l'aurez peut-être compris, le sujet que j'ai choisi de traiter est environnemental puisqu'il s'agit des contrôles de la qualité des eaux naturelles en Wallonie. Bien qu'il s'agisse là d'une thématique qui, je pense, est connue de tous, elle en est loin d'être résolue. Alors, il faut savoir que les premières mesures en termes de gestion environnementale ont été prises il y a une vingtaine d'années par le Parlement européen qui décide de mettre en place une directive appelée la DCE pour Directive Cadre sur l'eau, qui avait pour but de fixer des objectifs et des actions à mettre en œuvre sur 30 ans. Donc, on est toujours actuellement dans cette période de gestion. Le problème et le constat que j'ai fait, c'est que les récents bilans démontrent que seulement la moitié en fait, des eaux wallonnes auraient atteint ces objectifs environnementaux. Donc forcément, on va se poser la question de savoir qui sont responsables des dégradations du territoire. Eh bien, en Wallonie, il y a 3 principaux acteurs. Je vais forcément même appeler ça des pollueurs. Dans un premier temps, l'industrie, parce que oui, il y a encore énormément d'industries qui déversent des produits dangereux dans les eaux. On a l'agriculture, responsable de la pollution des sols et indirectement de la pollution des eaux. Et enfin, les transports qui perturbent les écosystèmes. Mais donc alors, pour mesurer l'impact qu'ont ces 3 acteurs sur le territoire, les organismes européens font appel à des sous-organismes en... Alors Pierre, je t'ai perdu. Est-ce que je suis la seule? J'imagine que non. Pierre, est-ce que tu m'entends? Tu commençais à parler des sous-organismes auxquels on fait appel, mais voilà, là, l'image est figée. Peut-être, si tu m'entends, te déconnecter et revenir. Est-ce qu'on a des nouvelles de Pierre? Peut-être par...
par petit message. Est-ce qu'on peut contacter Pierre pour peut-être voir ce qui se passe avant de donner la parole au président du jury? Oui, bonjour, vous m'entendez? Voilà. Ah voilà, formidable. Voilà, tu es revenu. Tu parlais des 3 sous-organismes auxquels on fait appel. Excusez-moi, il faut forcément que ça arrive quand j'explique mon sujet. Donc, je ne sais pas à quel moment vous m'avez perdu. Aux 3 organismes que Ah, voilà. sous-organismes, pardon, auxquels voilà, Donc, oui, comme je le disais, donc, il y a des organismes qui sont responsables en Wallonie d'effectuer des études de terrain. Et j'ai eu d'ailleurs du coup l'occasion, durant mon mémoire de recherche, de rencontrer ce qui s'appelle un préleveur de terrain, que je remercie pour ça, parce que c'était quelqu'un de très passionné qui m'a pris le temps de m'emmener dans un processus de prélèvement. Et c'est là d'ailleurs que j'ai découvert que les méthodes de prélèvement et d'études de terrain sont quelque peu archaïques, parce que donc, les préleveurs qui sont envoyés un peu partout en Wallonie pour étudier la qualité des eaux doivent se situer au milieu d'un pont, et à l'aide d'un bête seau attaché à l'extrémité d'une corde, ils vont remonter entre 10 et 30 litres d'eau qui vont ensuite pouvoir être envoyés et étudiés en laboratoire. Mais donc, forcément, au-delà des contraintes physiques qui sont imposées à ces préleveurs, il y a aussi un handicap un peu territorial lié au fait que les prélèvements de terrain et d'études de la qualité de nos eaux se fait uniquement sur un réseau de ponts prédéfinis. Alors, forcément, je dis ça, mais je cherche aucunement à cibler et à porter pour responsable les organismes, mais c'est simplement un exemple qui prouve que les organismes responsables des études de territoire sont pas responsables d'une dégradation, mais sont simplement démunis face à une situation qu'ils ne maîtrisent pas. Et c'est là où ma démarche en tant que designer m'a invité à en fait proposer un outil d'abord d'aide aux organismes et ensuite plus indirectement qui permettrait du coup d'aider une meilleure étude du territoire. Et j'ai pu développer après mon mémoire, qui est un peu une phase d'étude, un projet qui est une sorte de drone marin, que je peux résumer ça par un sac à dos un peu téléguidé, qui permettrait dans un premier temps en fait de faciliter et d'électroniser tout le processus d'étude, mais dans un second temps de multiplier par sa mobilité les points de prélèvement et ainsi avoir d'abord une meilleure gestion et une meilleure vision de notre territoire. Voilà pour la qualité de l'eau en Wallonie. Je vous remercie pour votre écoute. Merci à toi Pierre. On va se retrouver pour les questions-réponses. Alors ton promoteur n'est pas avec nous, mais on va retrouver tout de suite le président du jury en design durable, François Loreys, et on voudrait bien savoir évidemment ce qu'ont pensé les membres du jury du travail de Pierre. Ouais. Merci Pierre et bravo pour ton mémoire. Oui, ce qu'on a aimé, donc là on n'est plus du tout sur le même sujet que tout à l'heure, hein. Là on est sur du design d'objets, donc la démarche était clairement différente. Mais on a vraiment aimé mais il l'a déjà bien brossé ici, hein, mais la prise en compte du contexte. La première partie de son mémoire, il brosse de manière très pédagogique l'ensemble du contexte. Puis après il a dit qu'il avait suivi je sais pas comment il a dit, un préleveur d'eau. Je savais plus le terme exact. On voit qu'il a été complètement en empathie avec ce monsieur et avec ces personnes et qu'il a fait tout son mémoire et finalement son prototype est vraiment l'outil qui semble répondre parfaitement aux enjeux et aux besoins de ce préleveur d'eau. Et ça, c'était assez remarquable dans ce mémoire, la structuration du mémoire, la prise en compte du contexte très fouillé, très pédagogique et qui nous a intéressés tout de suite. Et puis le cahier des charges auquel il arrive, qui est assez impressionnant, sur base de son contact et de son suivi de terrain avec le préleveur d'eau. Et alors, il disait, je pense que tout le monde est bien au courant des problèmes en matière de l'eau. Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a encore besoin d'expliquer. Et son mémoire, et ça, c'est quelque chose qui est peut-être particulier au jury design, je ne sais pas, mais nous, en tout cas, on y est particulièrement attentif. C'est que la forme du mémoire nous importe aussi dans le cadre d'un projet de design. La forme du mémoire est importante. Et là, Pierre, il a eu un mémoire avec évidemment, vous ne le voyez pas et c'est un peu dommage, mais une structuration du mémoire avec des schémas et des graphiques à chaque étape du mémoire, très dessinés graphiquement et qui était très pédagogique. Et je pense que par rapport à cet objectif de pédagogie qu'un mémoire doit avoir ou peut avoir, surtout dans ce cadre des ERA, accorder la forme du mémoire avec le fond, c'est peut-être très important et c'est quelque chose qu'on a voulu valoriser aussi à travers cette nomination. Comment dire, la combinaison de la forme et du fond au
service du propos était particulièrement intéressant. Et donc encore bravo Pierre pour ce mémoire qui va jusqu'au bout. En plus, il l'a dit, hein, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va jusqu'au prototype. Et le prototype, il est superbe en plus. Et donc voilà, il y a un côté un peu frustrant de se dire, ben voilà, là, tu ne travailles plus sur ce prototype, je pense, si j'ai bien compris. Parce que là, on avait l'outil rêvé, je pense, pour le préleveur d'eau, je pense, pour améliorer son travail, son quotidien et ses réalités. Merci, merci à vous. Mais c'est bien dommage, Pierre. Bon, alors on va commencer avec quelques questions. Bonjour à tous, merci à Pierre pour sa présentation. Petite question sur son mémoire. Pourrais-tu nous expliquer un peu plus en détail comment ce drone fonctionne, quels paramètres sont mesurés et quelle autonomie de ce drone sur le terrain? Si tu as l'occasion d'aller jusque-là. Oui, bien sûr. Alors, le but de ce drone, c'était aussi de penser, enfin ça c'est plus dans une démarche en tant que designer, aussi au coût de production, à comment le produire. Forcément, vu le nombre d'organismes et le nombre de préleveurs qui sont envoyés sur le terrain, on ne pouvait pas envisager aussi une grosse production industrielle. Donc, j'ai dû me baser sur des systèmes très simples et aller vraiment au centre de mon projet pour répondre à la demande. Mais donc, plus techniquement, l'idée, c'était aussi de récupérer ce qu'on pourrait trouver dans le quotidien pour d'une manière diminuer les prix. Et donc, pour le système de flottaison, je comptais employer, et dans le développement, j'ai employé des sortes de bouées qu'on utilise pour mettre le long des coques de bateaux pour pas qu'ils tapent contre les quais. Ça, c'était une première chose. Je me basais aussi sur le matériel que utilisent les laboratoires pour essayer de les intégrer dans ce drone. Et ensuite, j'ai développé forcément toute une application qui avait aussi pour but de, dans un premier temps, téléguider, enfin contrôler simplement ce drone de prélèvement, et dans un second temps, de publier et justement arriver dans une deuxième démarche de sensibilisation et de permettre en fait à tout le monde de prendre connaissance de l'état des eaux de notre quotidien, enfin, qui nous entourent et qui pourraient être utiles, notamment par exemple aux architectes, aux plongeurs, aux pêcheurs ou à plein d'autres corps de métier qui sont un peu dépendants de la qualité de nos eaux en Wallonie. Et quelle pourrait être l'autonomie de ce type de drone? En termes d'autonomie, donc le but c'était d'élever le seuil de prélèvement. Donc, il faut savoir qu'un préleveur fait en moyenne dans une routine de prélèvement entre 2 et 4 prélèvements de terrain, donc seulement 4 points de prélèvement. Mais ici, il pourrait monter jusqu'à 10-15 en moyenne, donc sur une autonomie de en fait un jour, une journée. Et donc, en suivant un petit peu juste le schéma de prélèvement d'un préleveur, l'idée c'est que les drones soient rechargés la nuit au laboratoire et puis lors du départ du préleveur sur les points de contrôle, partent avec son drone, fasse sa journée de prélèvement et reviennent avec tous les échantillons au laboratoire. Oui, parce que donc j'imagine que si tu as été sur le terrain et que tu as pu suivre voilà, les préleveurs en question, le drone que tu as conçu correspondait à leurs attentes. Quelle était voilà, leur opinion par rapport à ce prototype que tu as réalisé? Alors, c'est assez marrant parce que j'ai eu des opinions très différentes. J'ai eu d'une part les préleveurs qui étaient très intéressés et qui trouvaient cet outil génial, surtout dans l'idée de développer les points de prélèvement au-delà de ce réseau de ponts qui restreint un petit peu les prélèvements dans l'espace. Mais alors, j'ai eu des avis plus de la hiérarchie supérieure ou plutôt des gens responsables des laboratoires qui, en fait, comprenaient pas cette démarche parce que pour eux, si ça fait depuis 20 ans qu'on fait les prélèvements d'une telle manière, on est habitué à les faire comme ça, donc on n'a aucune raison de changer parce que pour eux, c'est la manière dont ça fonctionne. Mais donc, c'est là où c'est parfois difficile en tant que designer de se retrouver face à un biais cognitif qui est juste ancré dans des valeurs et que moi, j'essaye de changer en tant que designer. Alors, on l'entendait, François Lorez disait qu'il faut aller plus loin dans ce projet. Est-ce que tu pourrais t'y remettre à un moment? Quels sont tes projets? Parce que là, je vois que tu es designer fibre chez Proximus. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pour développer le réseau fibre. Rien à voir, mais c'est l'avantage aussi d'être designer, c'est de pouvoir toucher à tout. Mais si, en réalité, ce projet, je le tiens toujours en tête. Là, ça fait un petit moment qu'il est dans le placard, mais je compte essayer de retourner vers les organismes pour revenir un petit peu avec tout mon dossier et leur montrer, regardez à quoi je suis abouti, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Mais donc si, bien sûr, je garde ce projet que j'ai d'ailleurs pris beaucoup de plaisir à développer. Ben, formidable, voilà. On est rassurés. Merci beaucoup, Pierre, et félicitations.
Merci On va beaucoup. découvrir un dernier travail ce matin, lui aussi nommé pour ce ERA Award en Sustainable Design, c'est celui de Florian Martin. Alors Florian a terminé son master en design industriel à l'ESA Saint-Luc-Liège en juin 2022 et il est concepteur visuel et designer produit pour plusieurs marques de design belges. Et Florian est nommé pour son mémoire intitulé Information au développement durable, repenser, reconcevoir par l'émergence des villages circulaires. La promotrice de ce mémoire, c'est Sylvie Leroy, qui est chargée d'enseignement en architecture d'intérieur et structure formelle à l'ESA Saint-Luc-Liège. Alors, Florian n'est pas parmi nous malheureusement ce matin, mais il nous a laissé une petite vidéo. On le regarde tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Florian Martin. Si vous voyez cette vidéo, c'est que je me trouve actuellement au Canada et ne peux me trouver devant vous pour cette cérémonie de remise des Awards. Si je vous parle de soutenabilité, de durabilité, d'upcycling, de surcycling, vous comprendrez qu'il s'agit de termes parfois flous, parfois synonymes et parfois peu parlants, qui sèment une confusion générale et grandissante au sein de nos études. Ces multiples termes, on nous les enseigne sur des slides de PowerPoint, dans des livres, de façon totalement oratoire, avec des exemples qui sont bien souvent, trop souvent dépassés et peu parlants pour nos étudiants. Les grands enjeux de mon mémoire, et du moins dans le projet de village circulaire en tant que tel, ont été de créer un système d'apprentissage plus pédagogique, plus parlant et surtout plus actuel autour des grands enjeux du développement durable. C'est ainsi que dans ce projet, plusieurs sous-systèmes, comprenant une récupérathèque, une matériothèque, un food sharing, une novatech, ou encore un atelier vélo, fonctionnent en symbiose pour permettre d'illustrer matériellement aux étudiants les différents enjeux réels du développement durable sur leur campus. Ce village, il a été pour moi un véritable outil car il m'a permis au final de faire le point sur la façon dont nous traitons nos ressources et déchets. Il m'a permis de définir de nombreuses théories qui alimentent mon futur professionnel encore actuellement. La première notion que j'ai théorisée est la façon de repenser. Repenser, c'est identifier des matériaux ou des déchets à haut potentiel afin de les réinjecter dans un processus créatif industriel. Vous pourrez notamment voir comme exemple concret la façon dont j'ai travaillé avec le microcarbone urbain, qui est une solution au final de mobilité électrique pour nos villes qui était réfléchie à partir de matériel médical de réemploi. La deuxième notion, qui est plus théorique, elle, s'intéresse à la façon dont on conçoit un produit directement en amont du processus d'idéation. Cette notion, elle m'a permis d'amener la théorie de la réaffectation anticipée. L'idée ici est de pouvoir créer à l'avenir des produits qui sont pensés complètement, dont on a pensé complètement leur évolution au cours du temps. Si je vous donne l'exemple d'une pale éolienne, pour laquelle, vous le savez, il n'y a pas, ou du moins peu, de processus de recyclage, la fonction de cette pale est de servir à faire tourner une éolienne pour alimenter un réseau électrique pour 20 ans. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que la question est intéressante. Plutôt que de se poser cette question en fin de cycle, la question du et après en fin de cycle de vie du produit, que se serait-il passé si l'ingénieur, si le designer, ou du moins l'entreprise qui avait conçu cette pale avait réfléchi à la question dès le début, s'il avait réfléchi aux futures vies de leurs produits? Notre rôle, dans le monde de demain, est à mon sens d'anticiper l'évolution d'un produit en le fractionnant en différents temps de vie, directement en amont de sa conception. Cette pale, elle aurait pu donc dès lors peut-être se transformer en une habitation, et donc switcher vers une fonction plus urbanistique. Cette même fonction urbanistique aurait peut-être pu dans 200 ans, lorsque le produit aurait été trop usé, aurait pu encore être réinjecté dans d'autres fonctions comme des habitats, des abribus ou des structures urbaines, demandant peut-être moins de normes strictes, pour enfin pouvoir en fin de cycle être encore recyclé. C'est ainsi que va se clôturer cette présentation de 3 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je vous souhaite une excellente cérémonie de remise des Awards et à très vite. Ciao. C'est pas encore la cérémonie, mais on y est bientôt. Et voilà, on a été ravis de voir Florian, bien évidemment, même avec vidéo interposée. Je vais appeler à présent Sylvie Leroy, promotrice de ce mémoire. Alors Sylvie, quel a été l'apport scientifique, sociétal du mémoire de Florian? Le mémoire de Florian, je veux vraiment comme une information, comme un partage d'expérience. Et
c'est vraiment propre à la formation du designer industriel, mais les deux précédents intervenants l'ont vraiment expliqué. On a une formation à la fois intellectuelle, conceptrice, mais très fort liée à la pratique. Et le mémoire de Florian a vraiment exploité ces deux aspects-là. Il a une partie très conceptuelle dont je vais parler un tout petit peu. Et puis, en fait, elle a été chaque fois confrontée et vérifiée par l'expérimentation dont il vient de parler, de son projet de fin d'année et du développement du village circulaire. Et donc, en fait, il ose se questionner avec lucidité sur faut-il encore produire, hein, si on résume les choses comme ça. Et si oui, comment produire durable et soutenable? Et donc, il ouvre vraiment la voie sur une autre façon de concevoir les produits de demain. Et donc, il a vraiment, de façon théorique, identifié 3 pôles qui sont, je vais les lire, donc les pôles mercatiques, socioplastiques et celui de la soutenabilité, comme étant vraiment nécessaires à travailler de façon équitable et équilibrée pour obtenir un produit qui rentre dans une notion de développement durable. Ça, c'est vraiment la façon théorique de guider toute personne qui souhaite, que ce soit en design industriel ou pour une œuvre plastique quelconque, puisqu'on est dans une école d'art, ou pour une construction, hein, puisque je donne aussi cours en architecture d'intérieur, pour avoir une démarche soutenable. Voilà. Ça, c'est l'aspect, on va dire, de l'apport scientifique. Si après, je me demande comment a-t-il fait avancer la recherche pratique, ben, il s'est vraiment porté comme quelqu'un qui écrit un manifeste. Et donc, il a voulu repenser les ressources de demain. Il a osé dire on va changer les pratiques de demain, ce qu'il faut s'imaginer comme un étudiant qui tout à coup interroge ses pairs et puis qui se met en position difficile de devoir être évalué. C'est vraiment, on va dire, courageux. Et donc, son but réel, c'est de changer les pratiques de production. Et donc, il a re-questionné qu'est-ce qu'une matière première, qu'est-ce qu'un produit, qu'est-ce qu'un déchet. Et donc, ce qu'il a vraiment bien expliqué dans sa présentation et qui nous touche comme pédagogue, c'est qu'il propose et il met vraiment le doigt sur le fait qu'il faut changer la façon d'aborder une production et donc changer l'enseignement de la façon d'aborder une production. Et donc, on ne va plus l'aborder de façon que faut-il produire, mais que va-t-il se passer le jour où mon produit devra être réutilisé et donc deviendra une matière première. Et c'est ce qu'il appelle la réaffectation anticipée du produit. Ça paraît anodin comme terme, mais c'est vraiment fondamental. Et il ose nous questionner comme enseignants, donc comment pouvons-nous intégrer ça dans le contenu de nos cours? Parce que généralement, ça n'a encore jamais été fait. Et donc, il l'a prouvé avec son projet de fin d'année, ce qui est vraiment... bon, voilà, il en a un petit peu parlé aussi, on ne le voit pas, mais c'est excessivement intéressant. Et il a amené une autre notion qui, en termes de recherche, est aussi capitale, c'est-à-dire que un designer seul dans son coin ne sait pas y arriver. Il ne peut y avoir qu'une approche interdisciplinaire, c'est-à-dire que quand il a parlé des éoliennes, il est évident qu'en termes de matière, de réutilisation, de capacité technique d'un matériau, le designer de demain ne travaillera plus seul. Et ça aussi, c'est sous-entendu dans son écrit, mais c'est vraiment essentiel par rapport à la formation. Et donc, comment dans notre formation pouvons-nous, dès le départ, intégrer des échanges interdisciplinaires? Donc, le troisième point qui sera de se demander comment participe-t-il à construire un mode soutenable? En fait, il l'a initié aussi de façon implicite. Donc, d'abord, il a conçu son mémoire comme étant un guide, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde peut, à un moment donné, y trouver vraiment matière intéressante à comprendre les mécanismes d'un monde soutenable et du développement durable. Mais au-delà d'une réflexion, on va dire, théorique, d'une sensibilisation ou d'une volonté d'informer, son approche est particulière sur le fait qu'il s'est appuyé sur l'expérimentation du village circulaire qui a été initié dans l'école avec des étudiants de sa génération. Donc, il est à la naissance, on va dire, de ce village circulaire qui a commencé par la mise en place d'une récupérateur. Et donc, par là, son mémoire veut aussi contribuer à l'importance de l'émergence des villages circulaires. Donc, il a brièvement expliqué ce que c'était, mais au sein des écoles, et ça pourrait l'être aussi au sein de maisons de jeunes, c'est une nouvelle approche de l'apprentissage
et de l'apprentissage du développement durable. C'est-à-dire que pour lui, il insiste sur une nécessité sociale, collective de la formation en développement durable et pas simplement une formation théorique. Il considère que l'apprentissage doit être fait d'expérimentation et de pratique. Et là aussi, quelque part, je suis ici et je partage ce ressenti, ça sollicite le pédagogue directement. Comment vais-je pouvoir impliquer et utiliser ces villages circulaires dans les projets qu'on va proposer aux étudiants. Donc, ça va nous amener à nous aussi sortir de notre théorie. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Oui, j'ai l'impression, merci Sylvie Leroy, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes déjà allé au-devant de questions qui auraient pu surgir. Néanmoins, si jamais il y a l'une ou l'autre question et que vous pouvez y répondre, voilà, vous le ferez d'ici quelques instants, juste après qu'on ait revu François Lorez, président de ce jury en Sustainable Design. Alors, votre position par rapport à ce travail de Florian, enfin vous et les membres du jury, bien entendu. Oui, ben nous, on a trouvé ça, on l'entend, hein, mais hyper audacieux. Il faut quand même, comment dire, sans le dire vulgairement, en avoir pour oser choisir comme sujet de mémoire de remettre en cause ou de critiquer certaines pratiques pédagogiques de sa propre école. Franchement, il fallait quand même l'oser. Alors, dans cette thématique de la durabilité, etc., mais on a trouvé ça vraiment audacieux et puis finalement très bien fait. Puis on l'entend avec Madame Leroy. C'est super intéressant d'entendre à la fois la personne qui fait son mémoire et puis l'école après qui réagit sur le sujet parce que finalement, il a tout gagné et c'est la preuve que ça a bien marché. Donc vraiment, ce qui nous a séduit, c'est cette audace de remettre en question, de remettre sur la table des pratiques pédagogiques en lien avec la durabilité. Ça, c'est vraiment la première chose qui nous a séduit. Et puis la deuxième chose qui nous a vraiment séduit, on n'a peut-être pas beaucoup parlé, il en a parlé un petit peu, mais c'est cette toute première partie, ce premier chapitre. Donc, ce que Madame Leroy disait, donc il y a 3 parties, hein. Il y a la partie vraiment très pédagogique sur les concepts, il y a le guide pour mettre en place ce type de village circulaire ou de pratique, voilà, dans la vie de tous les jours ou dans son propre job, comme c'est le cas ici. Et puis, elle a vraiment l'expérience, la mise en œuvre de ce village circulaire au sein de son école. Mais la toute première partie, c'est un petit bijou de pédagogie. C'était hyper clair. Alors, je ne suis pas designer. Dans le jury on vient de tout horizon, on a tous appris avec ce premier chapitre où il brosse bien les termes, les concepts. Et alors, c'était assez chouette. Et je pense que dans une école comme Saint-Luc, il devait être très fier parce qu'il a mis en illustration devant chaque terme des travaux qu'il avait fait pendant son cursus. Et donc, c'est une super belle, ce premier chapitre, une super belle conclusion à son cursus. Et puis, après ça, il va au-delà de ça, il remet en cause les pratiques pédagogiques, etc. Bref, un mémoire audacieux, bien structuré, et qui nous a appris beaucoup de choses à tous au sein du jury. Donc voilà, donc bravo à lui. Donc, on n'a pas l'occasion de lui dire en vrai, mais j'espère qu'on l'aura à un moment donné. On lui rapportera en tout cas. Merci à vous, François Lorez. Merci Sylvie Leroy. Alors, je ne vois pas de questions dans le fil de la discussion, mais sachez que si vous avez des questions pour Florian, vous pouvez évidemment nous les adresser. On les lui transmettra avec grand plaisir. On arrive donc à la fin de ce webinaire. Donc, merci à tous les intervenants du jour. Merci à l'équipe de la Fondation pour les générations futures. Merci encore à nos sponsors IBA qui soutient l'ensemble de nos ERA Awards et puis les partenaires spécifiques de ces prix pour la démocratie, la Chambre des représentants, le Parlement de la communauté germanophone, le Parlement de Wallonie, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Parlement francophone bruxellois, ainsi que le Fonds Philippe Rotier pour les générations futures et Wallonie Design pour le design. Et ce webinaire donc, est à revoir, à revoir, à partager autant que vous voulez via le site de la Fondation, donc fgf.be/ERA. N'hésitez donc pas à diffuser. Et puis, on se retrouve vendredi pour notre dernier webinaire. Ce sera à 10h autour des ERA Awards en système alimentaire et santé durable. Et puis, évidemment, je vous donne rendez-vous mardi prochain, le 25 avril, à 17h30 à Luliège pour la cérémonie de remise des ERA Awards. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.